Le terme de wokisme désigne, sans doute pas de la meilleure des manières, ce militantisme intransigeant qui y voit partout des avatars du racisme, du sexisme ou encore de l'homophobie et qui se réclame par ailleurs d'une assise profonde dans les sciences sociales. Ce phénomène est connu de suffisamment de monde pour rencontrer son lot de critiques dans l'espace public. Nous critiquons nous-mêmes les prétentions scientifiques de ces visions du monde depuis le début de notre podcast. Mais entre-temps, un certain nombre de critiques peu subtiles, mal informées et partageant avec leur cible woke une ferveur militante et une tendance aux crispations identitaires ont fleuri dans les médias. Comme souvent dans l'espace intellectuel, ce qui est médiocre domine au moins en termes numéraires. Mon invitée pour cet épisode, Isabelle Barberis, partage avec moi une double inquiétude. Celle face au simplisme et au dogmatisme woke, et celle face à ceux qui ont fait du wokisme, cible facile s'il en est, un anti-modèle utilisé pour faire valoir, par contraste, leur idéologie finalement très similaire au wokisme. Bien, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Isabelle Barberis. Bienvenue Isabelle sur Liberté Académique. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris. Vous avez reçu votre doctorat en 2007. Le titre de votre thèse, c'était Copie, le texte et la scène, mimésis parodique, mise en scène de soi et subversion identitaire dans les années parisiennes entre 1962 et 1987. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, notamment L'économie du spectacle vivant, que vous avez coécrit avec Martial Poisson, qui a été publié en 2013, et L'art du politiquement correct, publié en 2019. Vous avez récemment écrit un texte qui a été initialement publié comme billet de blog sur le site de Mediapart, avant d'en être en fait retiré. Et le texte avait pour titre Observatoire du décolonialisme, observation d'une dynamique sectaire. C'est un texte qui a vraiment retenu mon attention parce qu'il critique une certaine opposition à ce que j'appellerais, au moins dans un premier temps, et par facilité de langage, le wokisme, entre guillemets. Donc une critique d'une certaine opposition à ça, mais de la part d'une personne, vous en l'occurrence, qui est connue par ailleurs pour une critique de ce même, entre guillemets, toujours wokisme. Et ça m'a bien intéressé de lire ça parce que je maintiens depuis un certain temps déjà sur le podcast, sur Twitter, dans certains textes que j'ai réussi à faire publier, qu'il est possible de critiquer à la fois le wokisme et un certain anti-wokisme lui-même dogmatique, intolérant, manichéen, etc. Je pense que voilà, on aura l'occasion d'y revenir en profondeur. Euh, Ce que je propose, c'est qu'on commence par expliquer. On commence par préciser quel est votre domaine de recherche et ça nous permettra peut-être de voir comment vous avez été amené à vous intéresser à ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette première question, je vous remercie d'avoir cité le titre de ma thèse, qui est déjà un peu ancien pour moi et parfois je ne l'ai pas toujours en mémoire, mais ça répond en grande partie à votre question, puisqu'il est question de subversion identitaire dans le titre. Et donc, les enjeux identitaires de représentation aux autres, de construction alors factice, mais pas uniquement, mais de l'identité. Bon, moi, je m'intéresse essentiellement au domaine des arts, donc je m'intéresse quand même à des simulacres identitaires. C'est au cœur de ma recherche depuis en fait quasiment ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui, puisque mon prochain livre là, qui sort dans 15 jours s'intitule Panique identitaire, nouvelles esthétiques de la foire aux identités, et on retrouve cette idée, donc, l'adjectif identitaire, et j'ai même failli l'illustrer par des petits dessins donc, de Copy, qui était auteur de théâtre, mais aussi auteur de bande dessinée, et dont certains dessins peuvent très, très bien illustrer des mécanismes de confusion identitaire et au sens propre de panique, c'est-à-dire on ne sait plus qui représente quoi, et il y a une perte de lien au référent et une perte de centre
qui fait qu'en fait, il n'y a plus du tout de référents communs pour voilà, rendre possible la communication et au-delà l'activité symbolique. Voilà, alors ça, c'est très drôle dans le cadre effectivement théâtral parce que c'est au cœur de ce théâtre déjanté des années 70 qui fonctionne beaucoup aussi par private joke et décalage. Et c'est plus inquiétant quand ça entre dans le champ de l'activité sociale à proprement parler. Voilà. Donc, ça répond, voilà, ça répond à votre question. Il y a un lien immédiat. Je me suis intéressée au masque aussi. Un de mes ouvrages assez récents s'intitule « Du masque au profil ». Et on voit déjà dans le titre comment il peut y être question du passage de la représentation au sens théâtral à une version beaucoup plus littérale qui est le profil 2.0, mais qui en est en quelque sorte son avatar ou sa dégradation numérique, la dégradation numérique des identités symboliques qui avant interagissaient dans le champ symbolique avec par exemple la question du masque qui se retrouve aussi sous le coup d'attaques en appropriation culturelle, en mascophobie, on pourrait presque dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de mascophobie dans le domaine de l'art et avec une injonction à l'authenticité qui devient assez inquiétante. D'accord. Et je veux dire, est-ce que c'est des choses qui se rencontrent aussi dans, non seulement dans le domaine artistique à proprement parler, mais dans le domaine universitaire, avec les gens qui s'intéressent à l'art, qui étudient l'art? Alors, c'est difficile. Alors, je vais commencer par ça va faire très politiquement correct, mais c'est important. Je vais commencer par vraiment cadrer euh, mon discours et le situer, en fait, tout simplement, parce que ça reste, le situer son discours, ça reste quand même un principe d'observation en sciences humaines. Parce que l'université, c'est mon cadre de travail, contrairement au monde artistique, à la culture, au théâtre, c'est effectivement vraiment, je vis dedans. Donc, il y a des passions humaines qui peuvent y être exacerbées, des tensions que je vis plus directement. Et donc, je n'ai pas la même capacité quand même d'objectivation par rapport à l'université, par rapport à ces critères qui vont être, on va en parler, les libertés académiques, la collégialité, ces usages que je vis voilà, dedans, comme voilà, c'est vraiment le milieu dans lequel j'évolue. Et c'est plutôt par comparaison, on va dire, avec les phénomènes que là j'ai observés avec la tête plus froide dans le secteur culturel, qu'il s'agisse de phénomènes économiques et professionnels, qu'il s'agisse de phénomènes vraiment esthétiques. C'est plutôt par comparaison que j'ai commencé effectivement à identifier certaines dérives à l'université. Aussi, je ne vous le cache pas, parce que j'ai vécu une cabale. Mais cette cabale, la source de cette cabale ne venait pas de l'université. Elle a eu des répercussions dans l'université. Donc, j'utilise cabale dans un sens un peu suranné et ancien que l'on retrouve dans le dictionnaire de théâtre de Pougin de 1885. C'est-à-dire, c'est vraiment une organisation assez informe, qui n'est pas organisée par les pouvoirs, qui vient plutôt de la société civile, visant à détruire une personne. La destruction unitaire, singulière d'une personne qui est considérée comme nuisible ou comme voilà, ou concurrent dans le champ intellectuel ou artistique. Mais il y a eu des répercussions de cette cabale donc, qui provenait du secteur du théâtre public. Il y a eu des répercussions dans le milieu universitaire, mais moindres que dans le secteur culturel. Donc là, je l'ai vécu de l'intérieur et par ailleurs aussi, j'ai vu les problèmes émerger de manière très concrète au moment où j'ai essayé d'inviter j'y suis arrivée d'ailleurs. Ça n'a pas été sans mal, ça a été un véritable parcours du combattant lorsque j'ai invité la lecture de la pièce de Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, la lecture par une compagnie de théâtre. Et là, ça a été vraiment très difficile parce que je me suis retrouvée avec
Encore d'autres types d'accusations, mais toujours des accusations en phobie, en provenance plutôt ici de certains syndicats étudiants, enfin c'est toujours les mêmes, mais de syndicats étudiants d'ultra-gauche. Voilà, donc de fait, voilà, il n'y a pas de prétention quand même, plutôt de témoignage. Je témoigne quant à l'université, tandis que je vise, ça, voilà, ça pourrait paraître un tout petit peu prétentieux, mais je vise un discours académique structuré de manière scientifique sur le sujet des censures et des représentations identitaires dans le domaine de la culture et des arts. Donc, voilà, mon discours ne se situe pas du tout au même niveau. Après, une fois que ça s'est posé, je peux vous répondre plus précisément. Ouais, d'accord. Bah oui, enfin pourquoi pas, si vous avez. Ce ne sera pas forcément l'objet principal, hein, de la conversation, mais on peut en parler un peu plus, hein, de ce que vous avez pu constater ou oui, rencontrer dans le milieu universitaire, enfin, qui relève de ce type de phénomène-là. C'était votre question, en fait. Vous me demandiez, Oui. vous me demandiez au départ à l'université, voilà, si j'avais eu l'occasion d'observer des Mhm. phénomènes. Voilà, je voulais quand même bien distinguer ces deux plans parce que c'est Ouais. vrai que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur les deux. Et surtout, vous avez mentionné cet article dans Mediapart où là, effectivement, j'interagis plus à l'intérieur de la polémique Mhm. universitaire. Mais la plupart de ce que j'ai écrit interagit dans la polémique qui est plutôt dans le champ culturel. Voilà. Oui, 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 la distinction est claire. Et, ouais. Et là, enfin, je veux dire, ce que vous appelez la cabale que vous avez subie, qui est partie des milieux culturels, c'est à la suite de la publication de L'Art du politiquement correct, ou est-ce que ça précède ça Non, ça précède l'art du politiquement correct. J'étais en train d'écrire l'art du politiquement correct. D'accord. Donc, mais c'est en fait véritablement lié aussi à mon activité de chercheuse. J'ai travaillé dans mon HDR, habilitation à diriger les recherches, sur les imaginaires démocratiques sur la scène contemporaine. Donc, les questions de différence entre représentativité, visibilité, représentation, voilà, toutes ces nuances dans le domaine de la relation référentielle, toutes ces nuances que l'on peut retrouver sur les scènes de théâtre. Et dans ce cadre-là, j'avais euh, invité l'association Décoloniser les arts à avoir une discussion, à intervenir dans le cadre de mon séminaire qui est complètement pluraliste. Ça s'était mal passé parce que tout simplement, j'avais refusé très poliment, mais assez fermement, que dans la communication autour du séminaire, bref, les flyers, les tracts, les affiches, apparaissent le mot racisé. Ce mot-là, je ne voulais pas, en tout cas, le légitimer, parce que j'avais bien conscience que le faire apparaître dans les outils de communication, c'était un acte de légitimation intellectuelle. Je voulais que ce soit l'objet du débat. Je leur avais dit, ça peut être tout à fait l'objet du débat, mais ce ne D'accord. sera pas dans les outils de communication. Donc voilà, ça a l'air anodin, mais en fait, ça a été vraiment le point de départ Mhm. moi, de Mhm. toutes les tensions avec les décoloniaux, puisque les décoloniaux ont évidemment cette petite résistance tout à fait légitime qui effectivement, je pense, montrait quand même que je restais vigilante sur ma propre fonction légitimante, ici en termes sémantiques, mais ces mots sont des mots militants, donc sur lesquels il faut être très vigilant, a suscité une ire complètement, de leur part complètement disproportionnée. Donc immédiatement, j'ai été suspecte de racisme, je n'étais plus qu'une sous-universitaire. Donc voilà, il y a eu déclenchement comme ça de messages extrêmement colériques qui se sont ensuite retrouvés sur les réseaux sociaux, qui se sont ensuite retrouvés dans des réunions où mon nom était jeté devant l'Assemblée comme étant quelqu'un, effectivement, non seulement un opposant, ce qui aurait pu être entendu, mais
une menace sur leur entreprise, elles présentées comme émancipatrices, etc., évidemment. Les choses, bon voilà, se sont envenimées du fait des réseaux sociaux et j'ai eu un mot, on peut juger ou pas malheureux concernant un metteur en scène que j'ai qualifié, voilà, pour moi, c'était une blague de sauveur de bébé phoque parce que voilà, il a une programmation et une activité professionnelle où évidemment il coche toutes les cases du politiquement correct. Et Mhm. voilà, et il se trouve que suite à vraiment voilà, ce petit trait, moi-même faisant l'objet d'insultes donc depuis plusieurs mois, une cabale s'est déclenchée directement reliée par l'AFP, où j'étais devenue homophobe. Et moi-même, j'ai eu du mal au départ à faire le lien entre sauveur de bébé phoque et les accusations d'homophobie. On a dû me les expliquer. Mais peu importe, donc il y a une tempête, ce qu'on appelle une tempête de merde, qui s'est déclenchée. Donc j'ai reçu de nombreuses insultes, des menaces de mort sur mon téléphone portable, des menaces si tu te rends dans telle conférence, on va venir te casser les dents, etc. J'ai également eu des tas de conférences interrompues et chahutées, parfois par des collègues des collègues avec qui j'ai fait mes classes, on va dire, à l'École normale supérieure, qui sont extrêmement bien placés concernant pour savoir que ma supposée homophobie est un pur fantasme, un pur délire, mais qui en ont quand même profité. Des appels à mes collègues, des appels à mes étudiants également pour me dénoncer. Bon, ça n'a jamais pris, mes étudiants sont sans doute les mieux placés étant donné qu'ils assistent à mes cours pour savoir que ça tombe légèrement à côté. Et j'ai aussi eu des dénonciations. Je travaillais à l'époque pour le ministère de la Culture. J'étais expert théâtre. Et donc des dénonciations en provenance donc d'artistes indigénistes et décoloniaux qui ont demandé à ce que je quitte les collèges d'experts, ce qu'ils ont en fait obtenu, puisque le ministère de la Culture, donc ici la DRAC Île-de-France, a demandé, donc ne pouvait évidemment pas mettre un terme à mes contrats puisque je n'avais commis aucune faute professionnelle, mais ils m'ont poliment demandé de ne plus siéger dans les commissions. Donc j'ai démissionné, voilà. J'ai démissionné, mais la cabale a porté ses fruits, au moins un temps. Donc c'était véritablement une cabale dans l'ancien sens, celui du dictionnaire là, que j'ai mentionné. Et par ailleurs, vous voyez un petit peu comment les choses ont fait tache d'huile du côté universitaire, où je dois le dire, j'ai quand même été sur le moment étonnée de voir que je ne recevais aucun soutien de la part de mes collègues, à part des soutiens individuels. J'ai quand même eu des collègues, souvent d'ailleurs des collègues que je ne connaissais pas, Mhm. qui ont manifesté leur solidarité et leur indignation par rapport à voilà, cette surenchère extrêmement violente dont j'étais la cible. Mais les choses ne se sont, je n'ai pas reçu de soutien très, très organisé ou formulé, par exemple, à l'intérieur de mon université, parmi les collègues de ma discipline, qui savent absolument tous, qui sont tous au fait de l'absurdité, si vous voulez, de ces accusations. Donc les choses ont glissé comme ça et finalement, bon, la cabale en provenance du monde de la culture a aussi levé le voile sur un malaise qui pouvait exister dans le cadre universitaire. Et Mhm. c'était le moment où commençaient à se manifester les premiers colloques sur l'intersectionnalité, enfin voilà, où les sujets identitaires commencé vraiment à avoir le vent en poupe. Ouais, ouais. Et donc, dans le sillage, si on peut dire de ça, il y a eu la publication de votre ouvrage, L'art du politiquement correct. Alors, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je pense qu'on peut pas vraiment donner un résumé d'un livre comme ça en quelques minutes. Il y a une citation qui n'est pas forcément extraite de ce livre-là, mais dans un texte, disons, en travaux que vous m'avez communiqué, qui m'a interpellé.
à ce propos. Une citation qui décrit de nouvelles formes de pression sur l'expression artistique. Et donc, vous dites que la nouvelle censure, comme vous l'appelez, s'exerce en négatif comme conséquence d'une emphase portée sur l'obligation d'expression. En l'occurrence, une obligation de décliner son antiracisme, son antisexisme, etc. Donc, il y aurait, d'après vous, une sorte d'attente à l'endroit des artistes qui devraient en fait utiliser leur art pour soutenir et défendre des idées, disons, politiques et spécifiques, pas n'importe lesquelles. Oui. C'est-à-dire que si on observe les anciennes formes de censure, celles par exemple qui sont manifestées au XIXe siècle, où il s'agissait de manière verticale de sauver des intérêts souvent politiques en utilisant le prétexte de la morale. La censure était souvent a posteriori et elle consistait à interdire, supprimer, annuler des déclarations, des points de vue ou des manifestations qui étaient jugées contraires à ses intérêts. Le cas aujourd'hui, enfin la situation me semble un petit peu différente aujourd'hui, puisque en partie, le phénomène étant très, très multiforme, mais un des aspects du phénomène qui, à mon sens, provient de l'inflation, par exemple, bureaucratique des dossiers dans le monde de la culture, où il faut vraiment décliner toutes les bonnes raisons de monter un projet culturel dans un contexte hyper concurrentiel. Et donc, le fait d'avoir à vraiment clarifier, lister, même faire des listes de bonnes intentions de son projet pour être choisi plutôt que son rival, son concurrent, fait qu'on est passé de cette censure, serait passé en partie de cette censure a posteriori à une censure a priori et d'une culture de la suppression qui, pour moi, la cancel culture, c'est plutôt la censure à l'ancienne, à une sorte de culture de la validation, en fait, où ce qui l'emporte, c'est des phénomènes d'expression de conformité, mais qui sont effectivement qui répondent à cet horizon d'attente. Et cet horizon d'attente, il est social, il vient des réseaux sociaux qui produisent en grande partie la renommée aujourd'hui, mais ils sont aussi bureaucratiques et institutionnels. Je vous ai parlé de la question des dossiers artistiques. À rallonge, vraiment, et je le sais pour les avoir lus et expertisés pendant des années. Donc, c'est voilà, culture, cancel culture, c'est la censure a posteriori, mais maintenant, il y a ces phénomènes de censure a priori et de culture de la validation qui se rapprochent en fait plus largement de ce qu'on appelle l'autocensure, mais autocensure, il faut aller plus loin, je crois, et essayer voilà, d'entrer un petit peu dans le détail de ces phénomènes, parce qu'à l'intérieur de l'autocensure, il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas uniquement l'inhibition, qui ne relèvent pas uniquement de l'inhibition de la liberté d'expression par l'artiste, même si cet effet d'inhibition, je pense aussi, très important. Et par ailleurs, ça, je crois que ça vaut. Donc, je crois que ces phénomènes de censure, a priori, jouent aussi dans le milieu universitaire. Alors, l'expression n'est pas de moi. Voilà, elle vient de collègues qui s'intéressent à la censure et qui parlent de censure diffuse. Et cette expression, je la trouve très intéressante parce que pour analyser correctement la censure, il faut un certain nomos social, c'est-à-dire la censure, effectivement, elle suit une forme de verticalité, donc il faut arriver à identifier le lieu du pouvoir. Aujourd'hui, on est dans des sociétés extrêmement horizontales où il y a plusieurs centres de décision, les universités sont autonomisées, donc, il y a des autorités indépendantes à peu près partout. Donc, on sait très bien que le pouvoir n'est plus du tout centralisé. Il y a bien sûr aussi les réseaux sociaux, les médias.
Donc, analyser la censure comme ça dans un contexte où le pouvoir lui-même est devenu diffus. Bref, là, je me revendique de Foucault, hein, où on est passé non plus à une société de l'interdiction et de la pénalisation, mais à une société du contrôle. Analyser la censure dans une société du contrôle, c'est beaucoup plus complexe qu'analyser effectivement la censure dans une société de la pénalisation et de l'interdiction. Et on est dans cette société du contrôle. De D'accord. temps en temps, Foucault est quand même très utile. C'est pas commun d'utiliser enfin, les grilles de Foucault pour Ah oui. critiquer ceux qui sont, dans une certaine mesure, souvent débattus, d'ailleurs, ses héritiers. Ouais. Donc, je pense qu'on a plus ou moins, disons, donné une sorte de décor ou ouais, de préambule. Enfin, c'est plus qu'un préambule, mais euh, est-ce que, enfin, ouais, je propose qu'on s'intéresse à l'Observatoire du décolonialisme, puisque c'était ce qui a attiré mon attention spécifiquement. Euh, donc, ben, je pense que c'est plus simple si je vous laisse expliquer déjà ce qu'est cette structure-là et si vous pouvez dire aussi ce qui vous a donné envie de la rejoindre ou de vous y engager. Alors, la structure est assez récente, comme vous devez le savoir. Mhm. Alors, gardons structure pour l'instant parce que voilà, c'est suffisamment vague pour pouvoir ensuite aller un peu plus dans le détail. La structure est assez récente puisque je crois qu'elle a à peine un peu plus d'un an. Son acte de naissance, ça doit être début janvier ou peut-être fin décembre 2020. Bon, un tout petit peu plus d'un an. D'accord. Euh, j'ai, voilà, euh, m'étant fait connaître voilà, vous avez cité l'art du politiquement correct, il y a aussi certaines tribunes. Euh, M'étant fait connaître pour mes écrits contre ces nouvelles formes de censure, connaissant même personnellement certains des intellectuels qui ont participé à la construction, à tout un outillage intellectuel tentant d'endiguer ces dérives, j'ai en fait tout simplement été sollicitée pour intégrer cette structure. Cette structure. Et j'ai été sollicitée, j'ai accepté parce que voilà, j'ai accepté. Je trouvais le projet tel qu'il m'avait été présenté me semblait intéressant parce que me semblait répondre à un manque dans le champ de l'activité académique et intellectuelle, c'est-à-dire nous n'avions pas de plateformes, de médiums, de revues, de publications strictement universitaires d'analyse qui seraient véritablement à même un petit peu de creuser au-delà des tribunes, au-delà, pour être trivial, des coups de gueule, pour apporter véritablement, enfin vraiment pour se situer sur le terrain académique, pour déplacer le débat sur le terrain de la réflexion académique, parce que le débat, jusque-là, était apparu dans le champ médiatique. À mon sens, il fallait qu'il y apparaisse. Il ne pouvait y apparaître que de manière musclée et de manière réductrice aussi. Mhm. Forcément, Mhm. dans le champ médiatique, les tribunes, et les pétitions ne peuvent avoir qu'un effet réducteur. Donc pour moi, la création de cet observatoire, c'était évident qu'à partir du moment où il regroupait exclusivement des universitaires, au départ c'était le projet, des universitaires et qu'il se présentait comme une plateforme en ligne de publication d'universitaires, il allait déplacer le débat du contexte, voilà, de son contexte polémique et médiatique vers un contexte plus académique et ainsi participer à son enrichissement et au gommage des effets caricaturaux et aux effets de schématisme que l'on trouve donc dans les polémiques médiatiques. Les Ça polémiques semblait médiatiques. très prometteur décrit comme Voilà, ça. ça semblait très prometteur puisque, comme vous le savez, les polémiques médiatiques apportent une prime à la controverse et non pas une prime, on va dire, à la recherche, tout simplement. Mhm. Mhm.
Donc oui, il y avait, voilà, il y a toujours d'ailleurs des collègues que j'estime dans la liste des signataires et vraiment, je me suis ralliée à ces rangs avec grand plaisir. Après, très rapidement, ma déception le constat a été très rapide, c'est-à-dire que l'Observatoire du décolonialisme n'était pas ce lieu où enfin on pourrait, par exemple, je vous donne un exemple, l'une de mes attentes, mais je pense que elle restera en attente si je ne m'en occupe pas individuellement, aurait été de mener un débat nuancé sur les concepts qu'on utilise, c'est-à-dire par exemple le concept d'universalisme. Non pas uniquement le défendre, mais à mon sens, il faut vraiment lancer une sonde pour établir des distinguos extrêmement subtils dans l'histoire et dans la construction de ce concept qui comporte une part obscure. Je crois que c'est une erreur de vouloir effacer, là encore, effacer tout simplement cette part obscure. Il faut la dialectiser pour Mm. défendre une approche, parce que je défends bien entendu, une approche universaliste, que ce soit de la recherche ou de la création artistique. Mais il faut en passer par là et ça, c'est un travail, de longue haleine, un travail académique. De la même chose pour la notion, pour le concept, pardon, d'appropriation. Bon. Donc je pensais que, il pouvait y av ça pouvait être ce lieu de sonde, mais en fait, bon, c'est rapidement devenu une machine à buzz. En interne, il était assez facile de constater qu'il y avait une sorte de course en avant qui n'était pas sans lien avec les égos, les égos des collègues, parce que quand même, l'université est un lieu d'ego très, très fort, comme la culture aussi. Et d'ailleurs, je ne m'exclus pas de ce constat-là. On a tous des égos très forts à l'université. C'est un milieu assez individualiste. Et donc, il y a eu une course en avant à la médiatisation, passée, voilà, et que je trouvais personnellement assez, quand même, assez naïve et infantile. Euh, tout cet aspect recherche est passé, a été complètement marginalisé. En fait, il n'y a quasiment aucun article, même de résultats de recherche. Je dis quasiment parce qu'en fouillant bien, on peut en trouver un ou deux sur le site de l'Observatoire du décolonialisme. Donc, finalement, ça n'a été qu'une étape supplémentaire dans la surenchère médiatique, polémique, de ce débat apportant une prime à la controverse. Et qui dit prime à la controverse, dit prime à l'invective, dit prime à la violence, dit prime à la simplification et dit prime aussi à l'ostracisation et prime à la victimisation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase aussi où c'est aussi un discours victimaire qui s'est mis en place du point de vue des intellectuels qui critiquent le décolonialisme et qui renvoient sans cesse leurs critiques à leur statut de cible. Ce qui, étant donné que j'ai Mm. commencé par mes propres anecdotes en la matière, n'est pas toujours faux. Euh, mais je pense qu'il faut, voilà, bon, la violence du milieu professionnel universitaire comme culturel n'est pas non plus une chose nouvelle. Et tout ramener la légitimité de cette parole en construisant en construisant des identités manichéennes de bourreaux et de victimes, ne fait absolument pas avancer la réflexion qui est évidemment le parent pauvre un tout petit peu de tout ce contexte, Mm. polémique. Voilà. Et, Je vous interromps juste un instant. Est-ce que vous connaissez les travaux de Campbell et Manning, ces deux sociologues américains qui ont écrit ce livre The Rise of Victimhood Culture, je crois que c'était le titre. tout à fait, Euh, ouais. tout à fait, mais bon, on est aussi, c'est ce que j'essaye de développer dans mon prochain livre, hein. Il y a un phénomène assez inquiétant de rivalité mimétique à partir du moment où il y a des camps Mm. qui s'installent, des camps idéologiques qui se polarisent avec comment dire, euh, hmm, en avançant des critères qui sont des critères moraux de bien ou de mal,
eh bien, ce qui se met en place automatiquement, hein, c'est la victimisation, puisque chacun, évidemment, veut être du côté du bien. Rapidement, le côté du vrai, un petit peu devient, n'est plus très clair. Et c'est la victimisation qui l'emporte, et la victimisation participe donc ce glissement du vrai dans le bien. Et c'est vrai que la critique du décolonialisme a beau souvent se réclamer d'outils qui sont des outils rationalistes, il y a aussi ce glissement du vrai dans le bien. Et il y a un autre problème aussi qui est parfois aussi à dérive scientiste. Voilà, ça c'est encore, c'est un autre sujet qui est aussi intéressant, mais il y a une sorte de surenchère aussi dans les discours de vérité, et à certains égards, de temps en temps, il y a une dérive scientiste qui oublie, autant que le font les décoloniaux, les principes fondamentaux des sciences humaines, qui sont très clairs effectivement sur le fait que voilà, la rationalité des sciences humaines n'est pas la même rationalité que celle des sciences naturelles, par exemple. Les principes de vérification ne sont pas les mêmes. Donc, bon, il y a une sorte de déficience ou d'appauvrissement du côté de la réflexion épistémologique, et qui me semble être préjudiciable aux deux camps, parce qu'il faut, voilà, cet effet de clanisation, de rivalité mimétique, est aujourd'hui, me semble-t-il, assez installée et un peu désespérante aussi. Un peu désespérante quand même. Oui, je vous rejoins complètement. Euh, j'ai, oui, je suis content que vous parliez de ce glissement des, euh, des questions de faits ou des jugements de faits vers des jugements de valeur. Il y a une confusion que moi je trouve assez omniprésente dans le champ intellectuel français en particulier, quand il s'agit de critiquer ces, euh, ces phénomènes-là de militance dans l'université. Alors, qu'on soit politiquement pour ou contre ces militantismes-là, bon, c'est pas ce dont je veux parler. En tout cas, moi, c'est pas ce sur quoi je me focalise dans les contenus que je produis. Mais à partir du moment où on prétend critiquer ces mouvements-là dans le champ académique et dans le champ intellectuel, il me semble il faut tout de suite et tout le temps garder à l'œil cette distinction-là, mais il me semble que c'est rarement fait. Très souvent, je vois il y a des gens qui simplement se gargarisent de rappel justement à l'universalisme que vous mentionniez, aux valeurs de la République. Enfin, je mets des guillemets, pas pour dire que ça n'existe pas, mais pour dire que c'est un peu hors de propos, parce que en face, si je puis dire, enfin malheureusement, c'est le terme est assez adapté, en face, il y a bien des gens qui affirment se placer sur un socle de connaissances, d'après eux, qu'ils estiment construites pendant des décennies de recherche dans les humanités et les sciences sociales. Donc, on peut tracer l'histoire avec une influence du postmodernisme français, etc. Mais c'est pas vraiment le propos. En tout cas, il y a vraiment une assise de travaux académiques dont, à mon avis, la légitimité scientifique est assez fortement contestable parce que souvent, il y a un très fort simplisme dans ces analyses-là, il y a une prise en compte sélective des faits, il y a des interprétations très abusives, etc. Mais, et en tout cas, une prétention à avoir un socle académique et donc scientifique. Et opposé à ça, des sortes de rappels à l'ordre de certaines valeurs souvent considérées comme françaises, spécifiquement ce genre de choses-là, me désole, mais malheureusement, c'est très courant. Je pense que j'ai l'impression que vous avez aussi rencontré et regretté les mêmes phénomènes. Oui, oui, tout à fait. En vous écoutant,
Alors, la première chose, c'est que d'un côté, bon, je pense qu'on va être obligé un petit peu toujours voilà, maintenant de parler de ces de clans, de camps. Mhm, mhm, Euh, des deux côtés, il y a une forme aussi, vous parliez du fait de se revendiquer des valeurs de la République, de l'universalisme, mhm. une forme de sentimentalisme Ouais, un peu mal digéré des deux côtés et une confusion entre bon, l'analyse de son objet et puis sa célébration un peu sentimentale et empathique. ouais, Et on ouais. retrouve ça véritablement des deux côtés. Bon, c'est pour ça que j'en appelais tout à l'heure à une critique un tout petit peu dépassionnée de l'universalisme, euh, qui, à mon plus grand regret, je pensais que ça aurait été la première chose à laquelle les critiques des dérives identitaires allaient s'atteler collégialement, parce qu'on a besoin là, sans doute, c'est quand même une entreprise d'assez longue haleine et assez interdisciplinaire. Bon. Donc voilà, c'est vrai que l'universalisme, moi je ne suis pas convaincue par ce que j'ai lu sur ce sujet récemment. Je pense que c'est vraiment une notion qui pose question depuis le XVIIIe siècle au moins, qui a, voilà, comme je vous l'ai dit, sa face. Mais là, ce sont des invocations assez sentimentales, de la même manière, les valeurs de la République. Maintenant, la même manière, l'institution, j'ai vu avec un grand I, il faut se réclamer de l'institution avec un grand I, et de Mhm. l'école avec un grand E, et de la langue avec un grand L. Euh, ce sentimentalisme qui aujourd'hui se développe dans la critique, qui n'est donc pas vraiment une critique du décolonialisme, qui est plutôt une attaque du décolonialisme, eh Ouais. bien, c'est exactement ce qu'on pouvait retrouver comme disait Alan Bloom, dans le rousseauisme sentimental, voilà, des post-marxismes et des post-modernismes qui, eux aussi, pêchent par empathie excessive avec leur objet et confusion Mhm. entre analyse voilà, et célébration, en fait. Célébration de Ouais, leur. ouais. Mhm. Alors ça, c'est un Le... effet supplémentaire de rivalité Mhm. mimétique. Et puis, ce que vous disiez aussi, je trouvais intéressant, c'est qu'il y a, même si on est face à un phénomène, comment dire, de boursouflure théorique, de poisson globe théorique, il y a quand même dans le champ académique héritier de la French Theory, puis des vagues successives de théorie critique, il y a des apports, il y a des contributions théoriques qui sont intéressantes et à mon sens, il faut revenir une des manières d'assainir le débat consisterait sans canceller, sans essayer d'annuler, parce que j'ai été quand même très énervée contre la manière dont a été ciblé Jacques Derrida récemment, sans essayer d'annuler Derrida ou Foucault, mais leurs héritiers, il y a des points très intéressants, des apports qui peuvent bien sûr être discutés, puisque tout est à discuter et à pondérer, à sous-peser, mais du côté de ces études-là. Donc, une des solutions consiste aussi à s'en tenir au-delà, voilà, dégonfler le poisson globe et à discuter de ce qui pourrait effectivement constituer une réflexion critique efficace, valable, légitime, Mhm. plutôt que, par exemple, récemment, j'ai vu des publications issues de l'Observatoire du décolonialisme présentant explicitement Derrida, tout simplement comme le passeur de la pensée nazie, quoi. Donc, on arrive à des degrés de caricature et aussi d'analogie extrême, comme le point Godwin, qui en est un exemple. Donc, l'analogie extrême, on la retrouve aussi des deux côtés. Et c'est un phénomène rhétorique tout à fait caractéristique, fascisation, nazification, etc.,
qui, bien entendu, mais comme ça a été souvent dit, hein, l'analogie extrême, c'est un procédé rhétorique pour mettre fin au débat. Donc, c'est complètement antidémocratique et anti-scientifique. Donc, voilà, Mhm. cette nazification de Derrida est absolument symptomatique de ce qui se passe. Et quand annulation contre annulation, hein, vous voulez nous annuler, ben nous on va annuler Derrida. Bon, moi voilà, ça me fait vraiment penser au père Ubu qui commence, voilà, qui pendant toute la pièce de Jarry met à la trappe. Voilà, on met à la trappe, on met à la trappe. Donc en ce moment tout le monde met à la trappe. Et donc voilà, un petit peu où on en est quand même. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Euh, alors, est-ce qu'il est intéressant d'expliquer pourquoi ce texte a été retiré du site de Mediapart? C'est une question vraiment naïve, hein. Je ne sais pas du tout la raison, donc c'est pas pertinent, on n'est pas obligé d'en parler, mais... Oh, je peux vous en dire quelques mots parce que moi-même, j'en ai une idée, mais je ne sais pas exactement. Le site a été dépublié très rapidement. Le texte a été dépublié très rapidement. Donc, le Hmm. texte de cet article sur mon blog Mediapart qui s'en prenait euh, aux méthodes d'observatoire Mhm. du décolonialisme, mais aussi un processus de radicalisation idéologique dont je Mhm. n'ai pas parlé. Ouais, Euh, et, je pense qu'on peut pour l'instant juste dire pourquoi il a été... ouais, Enfin, si on peut dépublier, puis ensuite on pourra détailler ce que il y a vous dites dans le texte. deux articles ont été dépubliés. Donc, le premier D'accord. portait sur un blog masculiniste qui effectivement interagit avec la direction de l'Observatoire du décolonialisme. Là, ça a été à la demande de l'autrice de ce blog. Je pense que voilà, la direction de l'Observatoire du décolonialisme a demandé la dépublication, qui est quasiment automatique pour Mediapart. Après, mon article était assez virulent Mhm. donc je ne m'étonne pas non plus qu'il ait suscité cette réaction-là, mais sa virulence elle-même venait du fait que je me retrouve un petit peu en ce moment aussi sous les tirs croisés, non seulement des décoloniaux, mais maintenant aussi d'intellectuels, on va dire, plus enfin, identitaires de droite, qui sont quand même assez fortement représentés dans les rangs de l'Observatoire du décolonialisme et qui ont jugé bon, par exemple, de m'évincer du colloque de la Sorbonne, où je n'avais pas, comment dire, vous voyez le colloque des 7 et 8 janvier sur la déconstruction. Et donc l'écriture, voilà, la mise en contexte, c'est ce billet polémique, la mise en contexte de ce billet de blog, c'est cette éviction, d'ailleurs que je ne regrette absolument pas quand je vois la tournure qu'a pris ce colloque. Mais je me suis fait canceller, si vous voulez, je me suis fait annuler, supprimer par l'Observatoire du décolonialisme, effectivement, dont je ne partage plus grand-chose en termes de méthodologie, etc. Mais Mhm. aussi, ce sont aussi des pratiques de suppression. Voilà. D'accord. Et ouais, ben, donc dans ce texte-là, vous aviez développé deux critiques principales de l'Observatoire du décolonialisme. La première concernant la gouvernance, on va dire, de cette structure, n'est-ce pas? Que vous décrivez, c'est pas forcément vos termes, mais pour le, pour les, pour retranscrire ce que vous décrivez, vous décrivez cette gouvernance comme opaque et autoritaire, je crois qu'on peut dire. Et puis, deuxième critique majeure, et celle qui m'intéresse le plus, je pense, c'est celle qui concerne les dérives identitaires et notamment des complaisances avec des identitarismes qu'on peut qualifier, pour faire simple, de droite. Oui. Oui, sur le plan de la gouvernance, c'est très clair, hein, en fait, il n'y a pas de,
il n'y a pas de débat. Les textes, enfin, ce sont des publications en général défouloirs, extrêmement réactives, voilà, qui sont mises en ligne parce qu'il n'y a, vous voulez, il n'y a pas de comité de rédaction, il n'y a pas de relecture des textes, il n'y a aucun moment de réunion collégiale et d'analyse même de la situation, de la situation intellectuelle, pour faire le point sur la situation intellectuelle. Donc, la seule manière de faire comme ça, c'est la réaction à brûle-pourpoint. Mais il n'y a pas de, voilà, pas de temps de réaction, et il n'y a pas les usages habituels. Donc, finalement, ce sont des usages de lobby médiatique, hein, c'est ce que je disais au début, qui se sont substitués à des usages académiques tels que… et d'ailleurs, je pense que les membres de l'Observatoire aujourd'hui assument le fait qu'ils sont un lobby militant. Ils le disent eux-mêmes. Donc, bon, après tout, s'ils l'assument… Après, dire lobby militant ne veut pas forcément dire gouvernance très autoritaire, mais ça, c'est plus une question, on va dire, de personnes. Et comme je l'explique dans ce billet, j'ai une analyse professionnelle, en fait, de ce phénomène, qui n'est pas qu'une analyse, voilà, on va dire, la psychologie de groupe, hein, mais qui vient aussi du fait que la plupart enfin beaucoup des intellectuels de l'Observatoire viennent du CNRS. Ce n'est pas du tout une critique, hein, mais il y a une manière très individualiste et de fonctionner, et aussi une sorte d'incompétence ou d'inappétence pour le travail d'équipe. Et par ailleurs aussi sont assez représentés des intellectuels, des collègues qui se vivent comme véritablement des victimes et des réprouvés, ce qui ne facilite pas là aussi la mise en place d'un débat et d'un travail collectif, puisqu'il y a ce phénomène très individué de victimisation. Le sentiment d'être visé par l'ensemble de la communauté intellectuelle. Voilà, ça, c'est vraiment le problème de gouvernance. Après, voilà, il y a effectivement, ce qui est sans doute plus intéressant, mais lié à la question idéologique. Ouais. Ben, on peut en parler davantage. Est-ce que, enfin, il y a plein de manières de poser la question. J'en pose une, mais c'est pas obligé de démarrer par là, hein. Est-ce que vous direz qu'il y a eu une évolution, par exemple, est-ce qu'au début, il y avait davantage peut-être de subtilité dans les analyses ou d'ouverture à une certaine forme de désaccord, et est-ce que petit à petit, par effet de renforcement mutuel, il y a eu une fuite en avant vers une orthodoxie, ou est-ce que dès le départ, tout le monde était là, surtout pour en découdre de manière, on va dire, frontale, avec ce qui était perçu comme un ennemi idéologique, et avec l'idée qu'il fallait pas faire de quartier ni dans la dentelle, quoi. Oui, vous avez très bien résumé. Oui, c'est ce qui s'est passé très rapidement. C'est ce qui était D'accord. difficilement, comment dire, qu'il était difficile à anticiper, puisque pour être transparente, il n'y a aucune raison d'ailleurs de ne pas l'être, ce n'est absolument pas un secret. Au début, la plupart des membres, pas tous, mais la plupart des membres de l'Observatoire du décolonialisme, pas tous encore une fois, mais ceux qui ont participé à l'élaboration du projet, venaient d'un autre réseau universitaire qui s'appelle Vigilance Université, que vous devez connaître, et qui est Oui, oui. voilà, et qui est un réseau là qui n'est pas du tout organisé de la même manière que l'Observatoire, qui est beaucoup plus démocratique. Par exemple, quand il y a des tribunes qui sortent, les tribunes sont votées par les membres, et qui est extrêmement… Je suis un petit peu les débats, et extrêmement pluraliste. Bon. Il y a des convergences sur le danger que peuvent représenter le racialisme, le différentialisme, les attaques contre la laïcité. Donc, il y a des points de convergence, mais ces points de convergence montrent très bien qu'ils recouvrent en fait un grand spectre de positions intellectuelles
et même que ce spectre est politiquement très, très large. Or, alors que, bon, moi, c'est ce que j'appelle les 3 critiques du wokisme. Il y a une critique du wokisme qui est du réveillisme, qui est un petit peu mimétique par rapport aux identitarismes de gauche et qui va faire ressortir des identités rivales, et en général qui est marquée par une sorte de mentalité d'assiégé aussi, et puis de caricature des positions féministes et LGBT, qui sont renvoyées à la position ennemie, mais de manière systémique. Il y a une critique libérale du wokisme. Je pense que c'est qui recouvre par exemple ce que j'ai pu lire, qui, à mon sens, correspond à la ligne éditoriale de votre podcast, et ou bien ce que j'ai pu lire dans l'opinion, qui correspond aussi assez bien à la ligne éditoriale du nouvel hebdomadaire Franc-Tireur, qui défend les principes de la raison lockienne, des libertés individuelles. Et il y a une troisième critique qui va être beaucoup plus à gauche, qui considère que le wokisme participe à ce que Joseph Vogel appelait le spectre du capital, et en fait un allié de la mondialisation, et participe à cette espèce de destruction du sujet par des différents processus mondialisés qui ont et donc c'est une sorte d'allié complètement caché, insidieux de l'aliénation marchande. Donc c'est, à mon sens, si l'on veut mener un débat fructueux contre les dérives identitaires, il faut arriver à tirer parti de ces 3 approches, surtout, à mon sens, des 2 dernières, la libérale et, pour le dire, l'anti-ultralibéral, parce qu'anticapitaliste, c'est quand même la libérale et l'anti-ultralibéral, étant donné que la riposte identitaire, quant à elle, elle se dément elle-même à partir du moment où ces critères de dénonciation deviennent absolument identiques à ceux qu'elle pourfend dans le camp adverse. Bon. Donc voilà, elle s'autodétruit un petit peu. C'est ce problème d'autodestruction aussi auquel on assiste aujourd'hui sur la scène, sur le champ de bataille intellectuel. Donc voilà, l'Observatoire du décolonialisme venait de ce réseau, qui est un groupe de discussion. Il y a énormément d'échanges de mails, des mails qui sont plutôt analytiques, d'analyse de la situation, plutôt que réactifs, avec plus ou moins de qualité analytique, parce que ça reste quand même juste un réseau des boucles et des boucles de mails, mais qui est pluraliste. Et ce pluralisme-là, voilà, n'a pas trouvé domicile dans l'Observatoire du décolonialisme. Ce pluralisme-là n'a pas trouvé domicile. Donc, c'est la première critique du réveillisme, la critique quand même réactive, la critique un peu mimétique, et qui a pris le dessus sous la forme d'une déploration des attaques contre le mâle blanc occidental. Donc d'un côté, voilà, et quand peut-être que le mâle blanc occidental, effectivement, est à la croisée des tirs, c'est possible, mais transformer une critique du décolonialisme et de l'intersectionnalité en défense ou en déploration de ce mâle blanc occidental, dont j'ai du mal à voir à quoi vraiment il ressemble, je n'ai toujours pas rencontré, est aussi assez caricatural. Voilà. Et intersectionnel, finalement. Effectivement. Oui.
c'est Jamais vrai. vous le rencontrez, le mâle blanc occidental, il faut absolument l'interviewer, faire une émission avec lui. Mm. Ouais, c'est très drôle de décrire comme ça, de décrire ça avec l'adjectif intersectionnel, mais oui, c'est pertinent. Oui, il y a quelque chose, enfin, quelque chose qui était central dans ce que vous venez de dire et qui me plaît, entre guillemets. Parce que vous avez bien décrit quand même la variété des critiques du wokisme, le fait que ces critiques-là déjà sont très diverses et se rencontrent un peu partout quand on parcourt le spectre politique. Et c'est quelque chose qui me semble souvent escamoté par des gens qui prétendent défendre le wokisme ou prétendent qu'il n'existe pas vraiment. Ramener toute critique du wokisme à l'extrême droite, c'est une pratique courante. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, il y a eu un texte publié sur le site Rogue ESR, Enseignement supérieur et recherche, qui relevait tout à fait de ce genre de procédé-là, consistant ouais, à renvoyer toute critique du wokisme à l'extrême droite. D'ailleurs, j'ai répondu dans Contrepoint en expliquant que si effectivement il y a maintenant pas mal de gens des polémistes ou autres d'extrême droite qui ont fait une sorte de fonds de commerce de la critique un peu facile et réactive justement du wokisme avec, comme vous le décrivez bien, des mimétismes forts. C'est voilà, comment dire, ce type de critique-là est loin d'épuiser l'ensemble des critiques disponibles, si je puis dire, du wokisme. Et voilà, c'est important de le préciser. On peut, Euh, par rapport à Rogue, dire quelque chose. bah oui, Euh, oui, oui. le cas de Rogue est assez intéressant parce que réseau, c'est un réseau militant qui a vu le jour après la réforme de l'université récemment, Mhm, et mhm, donc qui est assez pointu quand même dans la critique des dérives managériales et ultralibérales de l'université. Et j'ai été quand même étonnée de leur position au sujet du wokisme, parce qu'étant donné quand même les analyses qu'ils produisent, auxquelles j'adhère de temps en temps, pas toujours, mais quand mhm, même sur la critique de de la managérialisation de l'université et du déplacement des compétences centrales de l'université de la question des savoirs vers la question effectivement de l'insertion professionnelle et aussi du management et de l'administration. J'ai été étonnée parce que le wokisme est très très facilement compréhensible justement comme le produit à l'université, comme le produit de cette université managériale, le produit de cette université ultralibérale. Donc je n'ai pas compris de ce point de vue-là. Évidemment, le wokisme, c'est la montée des lobbies à l'université et de stratégies de positionnement qui n'ont plus rien à voir avec la défense des savoirs et tout à voir avec la bureaucratisation d'une part et des sources de financement qui sont, bon, voilà, qui mhm. sont désormais complètement indépendants, devenus complètement indépendants de l'intérêt scientifique. Je parle des Ouais. sciences humaines. Je parle des sciences humaines. Voilà, donc j'ai été étonnée et j'ai trouvé du coup votre article avait tout à fait raison de les mettre un peu sous un projecteur parce que ça fait aussi, à mon sens, ressortir les contradictions internes à leur démarche. Ouais, d'accord. Bah oui, oui. Merci de dire ça. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Pardon. Non, non, il y a aucun souci, hein. C'est juste c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant là. Mhm.
Ouais. Ah oui, oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le, le wokisme comme en fait phénomène issu de la managérialisation à l'université. En tout cas, sans prétendre valider entièrement ça, je sais que quelque chose qui est souvent oublié, malheureusement, c'est que dans le monde anglophone, très souvent, on va dire, les campagnes qui sont subies, en particulier par des enseignants universitaires, des campagnes pour les réduire au silence, entre guillemets, ou les ramener dans les clous, viennent souvent d'administrateurs. On pense aisément aux étudiants militants. Évidemment, c'est pas sans raison, hein, il y a des exemples frappants, hein. Mais dans beaucoup de cas, ça vient de l'administration. Et il y a eu une sorte de, justement de boursouflure, pour reprendre ce terme-là, administrative dans les dernières décennies, dans le monde anglophone, avec pour symptômes frappants, entre autres, le fait qu'il y ait des universités dans lesquelles il y a plusieurs dizaines d'administrateurs qui ont pour seul rôle, pour ainsi dire, de s'occuper des questions de diversité, inclusivité, ce genre de choses-là. Bon, évidemment, c'est pas le seul symptôme quoi, de la boursouflure administrative. Après, est-ce que c'est un problème d'ultralibéralisme? Bon, je ne sais pas. En tout cas, on peut avancer. Je ne sais pas quel est l'état des connaissances sur le sujet, mais on peut avancer l'idée que le fait que les étudiants soient en quelque sorte un peu clients, dans le cas des États-Unis, quand ils doivent payer à prix fort leurs études, peut peut-être favoriser l'apparition de ces phénomènes-là dans lesquels vraiment tous leurs caprices, entre guillemets, sont pris en compte et, comment dire, enfin, sont satisfaits au prix, effectivement, de la liberté académique. Mais je pense que, justement, le fait que le texte dont nous parlons de Rogue ESR ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on vient de dire, vient justement d'un autre, enfin, d'une confusion, encore une fois, entre question plutôt de contamination du jugement de fait par les jugements de valeur. Et ça, c'est ultra commun. Enfin, en tout cas, sur ces questions-là, je pense que l'intuition de beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de grande familiarité avec ces sujets-là, c'est de dire, OK, d'un côté, il y a des militants qui se disent antiracistes, antisexistes, etc. Donc, ils ont forcément raison, ils sont forcément du bon côté. Donc, après, euh, il s'agit juste de construire une analyse qui va défendre la conclusion qui est déjà tracée. Je pense que ça se joue surtout de cette manière-là, quoi. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, ça me faisait penser à ce qui se passait de manière assez symétrique dans le secteur culturel, où les Mhm. phénomènes d'annulation d'œuvres que l'on peut observer ont deux sources, en fait. Il y a les lobbies militants, les associations, pour le dire. Ça peut être, à l'université, ça peut être des associations étudiantes. Ou des associations voilà, des associations extérieures à l'université, bref, des intérêts privés, hein, c'est entrant à l'université, parce que l'ultralibéralisme peut s'entendre de multiples manières, c'est pas uniquement voilà, le fait de la critique du grand capital, mais c'est l'entrée des intérêts privés. Mais l'administration aussi, puisque la plupart du temps, souvent en tout cas, ça va être tel directeur de grande maison, par exemple d'opéra, qui va prendre les devants pour dégager, je le dis trivialement, mais parce que c'est tellement violent et ça outrepasse tellement, justement, ça permet tellement d'outrepasser les cadres du droit du travail, de dégager quelqu'un juste parce qu'il a été suspecté par quelqu'un voilà, d'avoir tenu des propos déplacés. Je pense à un cas récent à Nuremberg, où un metteur en scène, en plus
d'extrême gauche, brechtien, plus de 70 ans, toute sa carrière a été consacrée à faire un théâtre, lui, qu'il juge émancipateur, enfin, qui, selon les catégories de la gauche, est un théâtre d'émancipation, a dit à une des chanteuses noires, je crois que c'était dans le Trouvert, mise en scène du Trouvert, qu'il connaissait par ailleurs, lui a demandé de jouer la peur comme s'il, en s'imaginant donc voilà, qu'elle a été terrorisée par le surgissement d'un lion. Et Mhm. la répétition a continué et la chanteuse s'en est plaint auprès de la direction qui a immédiatement dégagé, évincé, licencié, tout simplement. Mhm. Mhm. Donc, c'est parti de l'administration sur la simple base comme ça, de rumeurs, de on-dit, quand même de surinterprétation, on peut le dire. Et parce que l'administration aussi a besoin, comme ça, c'est voilà, la vieille critique quand même de socialisme ou barbarie fonctionne, a besoin de s'auto-justifier, de justifier en trouvant des cas les raisons de sa propre existence. Donc maintenant, les administrations ont, comme vous l'avez rappelé, des missions que l'on peut juger tout à fait, enfin, à mon sens, qui sont aussi défendables, mais des missions anti-discrimination. Il y a cette dérive qui consiste par effet de bureaucratisation et de légitimation de la bureaucratie, à trouver des cas, à inventer des cas pour culture de la validation, donc pour être validé. Donc, c'est présent dans la culture aussi. D'accord. Euh, je propose qu'on s'intéresse au rôle des médias dans tout ça. Vous avez euh, parlé enfin, plutôt en privé, si je puis dire. Enfin, vous avez suggéré qu'on parle de ça, notamment le rôle des médias digitaux ou numériques, des réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'on peut peut-être partir de là. Enfin, d'après vous, il y a actuellement une sorte de fusion ou de convergence du monde universitaire et du monde médiatique qui est sans précédent. Enfin, oui, ce qui est une thèse assez forte, parce que j'avais jamais spécifiquement pensé à ça comme ça, mais comment, euh, comment vous en arrivez à cette position? Déjà, on peut constater que ce débat sur l'université est un débat qui n'a pas eu lieu à l'université, tout simplement, et qui a eu lieu Ouais. uniquement dans les médias. À partir de ce Mhm. constat assez basique, c'est un débat qui a percé, qui a eu lieu exclusivement dans les médias, qui n'a quasiment pas lieu à l'université. Si vous allez, moi je vais faire mes cours, je vois mes collègues, etc. On ne discute jamais de ce débat. Ou c'est D'accord. extrêmement rare. Bien que tout le Ouais. monde soit, bien entendu, tous les universitaires désormais, enfin, personne n'a pu passer à côté. Ouais. Mais voilà, le débat à l'université n'a pas vraiment eu lieu. Et à mon sens, le colloque à la Sorbonne des 7 et 8 janvier n'a pas réussi à mettre en place ce qui aurait pu être un de ses objectifs, à refaire entrer ce débat de là où il doit se tenir, c'est-à-dire à l'intérieur de l'université. Les raisons pour lesquelles il s'est déplacé sur le champ médiatique, c'est évidemment l'effet d'omerta qu'il y avait sur ces sujets au sein de l'université. Et ouais. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi, je pense, on peut l'analyser comme cette médiatisation, la médiatisation du wokisme et de l'anti-wokisme, qui, je pense, quand même fait pas mal vendre Mhm. euh, Mhm. aujourd'hui dans les médias. Il faut quand même voir une chose, c'est que, alors deux choses. Je pense que, d'une part, les médias traditionnels, du type Le Figaro, Le Point, Marianne, etc., même Le Monde, Libé, tous les médias traditionnels se sont emparés de ce sujet du wokisme et de l'anti-wokisme parce qu'ils y ont vu une manière un petit peu de surnager par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, Ouais. c'est une
Voilà, c'est une polémique un peu de type, c'est une polémique très agressive, euh, qui est souvent alimentée par les réseaux sociaux, et il y a ce phénomène d'importation des réseaux sociaux vers la presse plus traditionnelle, qui est une stratégie de la presse traditionnelle aussi pour survivre. Et puis, aujourd'hui, un réseau comme l'Observatoire du décolonialisme, c'est lui-même constitué en réseau médiatique, c'est-à-dire que le site, lobby médiatique, le site est un lobby médiatique, mais l'Observatoire du décolonialisme lui-même, au départ, provient d'un partenariat avec un hebdomadaire. Donc, la construction même de cette... c'est sans doute, même si je n'ai sur le fond rien contre cet hebdomadaire, c'est pas, enfin, l'objet n'est pas de porter un jugement sur cet hebdomadaire, mais c'est ce qui aurait dû mettre peut-être la puce à l'oreille pour anticiper, voilà, cet effet de déplacement, de glissement vers du débat académique vers la polémique. C'est vraiment, je vous ai parlé, une des sources, c'est Vigilance Université, qui n'est plus du tout maintenant liée à l'Observatoire du décolonialisme. D'accord. Et pardon, je vous interromps juste. L'autre source, L'hebdomadaire, c'est le partenariat. c'est lequel? Et vous le retrouvez très facilement, puisque c'est Ouais. complètement, je peux le dire, parce que c'est complètement assumé, c'est Le Point. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et donc, au départ, il y a véritablement un partenariat. Donc, euh, voilà. Et la situation aujourd'hui est assez inédite, c'est-à-dire le débat universitaire était complètement phagocyté par la polémique médiatique, mais la polémique médiatique doit exister, bien entendu, hein. Mais on est dans une confusion des genres. Et le colloque du 7 et 8 janvier qui s'est tenu à la Sorbonne, à l'instigation donc du Collège de philosophie de l'Observatoire du décolonialisme, aurait pu, voilà, trouver un objectif vertueux, en tout cas dans le replacement, la réintégration de ce débat à l'intérieur de l'université. Le caractère quand même très peu pluraliste, malgré, bien entendu, les organisateurs s'en défendent, mais je ne suis absolument pas d'accord sur le caractère pluraliste des intervenants, je suis bien placée pour le savoir. Le non-pluralisme des interventions constitue en quelque sorte, qui constitue la critique du wokisme en petite forteresse, n'est pas propre à réintégrer le débat, la critique du wokisme à l'intérieur de l'université, où elle a bien entendu non seulement toute sa place, mais où elle est nécessaire. Oui. Mais enfin, comme vous l'avez dit, c'est difficile quoi, de faire entendre ces critiques-là dans le monde universitaire. Je ne dis pas que c'est une excuse hein, pour ce qui se fait par ailleurs, mais c'est difficile, quoi. Oui, c'est vrai que moi, j'ai quand même tendance à être assez, quand même à croire dans mon métier, donc croire dans la recherche, et je suis quand même assez étonnée de voir toutes les tribunes presque, il y a quelques arguments valables, me semble-t-il, relèvent vraiment du paralogisme par association, de la fascisation sommaire, voilà, de la critique du décolonialisme. C'est extrêmement paresseux. Ça montre aussi une forme de méconnaissance des différents travaux sur le sujet. Et je suis étonnée de voir que c'est à peu près le seul refrain que l'on entend. Ouais, je crois dans Bourdieu parlait de bonne volonté culturelle, et moi je pense dans une sorte de bonne volonté académique ou épistémologique. Donc je me dis toujours qu'à un moment donné, quand même, les résistances des deux côtés donc, vont un petit peu s'effriter pour laisser place à un débat revenant sur les fondements épistémologiques et critiques de toutes ces notions qui sont aujourd'hui voilà, jetées à la tête les uns des autres.
Mm. Et pour l'instant, ça n'advient pas. Pour l'instant, c'est un débat de mauvaise foi Ouais. qui a... Ouais. Aux États-Unis, il y a cette initiative que vous connaissez sans doute, Heterodox Academy, qui est un peu plus prometteuse. Il y a eu justement une série, enfin une série. En tout cas, il y a eu des sortes de débats assez courtois par texte interposé sur l'ampleur de la crise de la liberté d'expression sur les campus, avec vraiment une confrontation d'opinions différentes, mais basées sur vraiment des arguments factuels, quoi, avec des études portant sur des études d'opinion ou ce genre de choses-là sur les campus ou des mesures de nombre des invitations, de conférenciers, etc. Donc il y a eu des choses assez intéressantes que j'aimerais voir advenir aussi dans l'espace francophone. J'essaie en tout cas, bon, de faire en sorte que les gens aillent dans cette direction-là, enfin les gens qui me le diront, qui sont sans doute pas nombreux, mais c'est pas facile. Et je pense que je vous rejoins hein, quand vous dites que ce serait bien que ça se fasse, enfin que les choses se fassent de manière plus profonde et que le monde universitaire serait propice à ça dans l'idéal. Je pense que au-delà de ça, simplement la tenue d'un débat, enfin de discussion, déjà ce serait mieux que de débat sans doute, mais de discussion sur des bases vraiment factuelles et vraiment des discussions sur des questions de fait plutôt que des accusations sur des intentions, qu'elles aient lieu dans un cadre universitaire à proprement parler ou pas, ça, ce serait déjà une bonne avancée. Et je pense que par exemple, certains magazines en ligne dans le monde anglophone ont participé à ça, notamment le magazine Areo, Quillette, Arc Digital, ont bien... alors, je ne dis pas que tout ce qui s'y publie est d'excellente facture, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de bons textes qui ont été écrits, souvent solides, et quand même souvent relativement sereins, qui ne font pas l'erreur voilà, de tomber dans ces pièges réactifs, comme vous le décrivez. Mais je pense qu'une des raisons pour laquelle ça n'a pas encore, enfin, ça n'est pas advenu en France, c'est parce que simplement chronologiquement, les choses ont démarré plus tard. Donc, c'est sans doute pas la seule raison, mais bon, on peut encore peut-être espérer. Euh, ouais. Euh, oui. Donc, comme je viens de le nommer, entre guillemets, enfin, vous parlez de pièges réactifs, justement, pour qualifier en fait ces fixations sur le décolonialisme ou la militance identitaire d'une certaine gauche plus ou moins de campus. Euh, enfin, plutôt que les fixations, le piège réactif, comme vous l'appelez, qualifierait en fait les transformations de ces fixations en véritable obsession qui rend les gens incapables de penser à autre chose, pour ainsi dire, en tout cas de critiquer autre chose. Incapables aussi souvent peut-être de voir que tout ce qui semble anti-woke n'est pas forcément intelligent ou pertinent ou bon à prendre. Donc, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai aussi décrit pour ma part, justement dans ce texte dans Contrepoint récemment, qui répondait à la tribune de Rogue ESR. Et effectivement, comme l'avance ce texte-là, une partie non négligeable d'ailleurs des critiques du wokisme et de mauvaise facture intellectuelle, il faut être clair, et aussi par ailleurs enfin, il y a eu une sorte de recouvrement entre ces ensembles-là, euh, associables à l'extrême droite. Euh, et c'est pas seulement dans le champ français, dans le champ aussi anglophone, que j'ai l'habitude de prendre un peu pour un exemple dans lequel il y a des meilleures choses qui se font, mais il y a aussi des choses assez
enfin, tout à fait nul, quoi. Et même des gens qui se sont fait connaître pour ce qui, moi, je trouvais initialement des bonnes critiques assez intelligentes et informées du wokisme, se sont petit à petit enfermés dans ces obsessions-là. Je pense à des gens comme James Lindsay qui a écrit l'ouvrage Cynical Theories, qui est un ouvrage, à mon avis, de référence sur la question, mais depuis, enfin, bon, il suffit d'aller voir son compte Twitter, c'est catastrophique, enfin, c'est absolument délirant, et il n'est pas le seul, quoi. On peut penser aussi à Brett Weinstein, qui avait été victime d'une cabale, justement, Ah oui, à oui. l'université de Evergreen State. L'un comme l'autre se sont mis à faire la promotion de théories du complot, en particulier sur le coronavirus, pas seulement. Euh, bon, donc je sais pas trop Enfin, voilà, je sais pas si vous avez une réaction à ça. Non, mais il y a en tout cas, il faut avoir conscience que c'est vrai que les exemples que vous rappelez sont assez flagrants, assez tristes aussi, hein, Ouais, assez ouais, douloureux, c'est le mot. assez C'est le douloureux, mot. assez douloureux, ouais. Euh, mais que comment dire, l'écueil du complotisme est un petit peu évident quand il est évitable, bien entendu, mais concernant la Mhm. critique du wokisme, parce que le wokisme, c'est un phénomène diffus, c'est Mhm. une censure horizontale, ce n'est Mhm. pas une censure directement associée ou associable à telle ou telle instance de pouvoir. Donc, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène diffus, environnant, on pourrait presque dire environnemental, qui repose sur des faits. Les faits sont indéniables et là, Mhm. statistiquement, euh, voilà, constitue un phénomène observable, des comportements observables, systématiques, qui se répètent. Donc ça, c'est indéniable factuellement, mais le phénomène est quand même assez diffus. J'en prends pour exemple une crispation de la critique anti-woke sur l'écriture inclusive. Dieu sait que je ne défends pas l'écriture inclusive. J'ai même dirigé un ouvrage collectif avec Franck Neveu, qui, entre autres, porte sur les effets d'exclusion de l'écriture dite inclusive et surtout ces paradoxes très, très névrotiques, hein, à la fois d'affirmation et de négation de l'hétérosexualité. Bon. Mhm. Donc, c'est assez schizophrène, on va dire, cette écriture inclusive. Donc, voilà, je suis très claire sur ce sujet-là. Mais l'autre, ce que je vois aujourd'hui se mettre en place, par exemple, dans la critique du réveillisme, c'est que le moindre point médian, la moindre féminisation d'un mot devient en quelque sorte un cheval de Troie, Ouais, ouais, un cheval de Troie voilà, et le reflet d'un état de siège et d'ailleurs sémantiquement, les mots sont les mêmes que chez les décoloniaux, d'une gangrène, d'une contamination, etc. Autant tout ce champ sémantique est un champ qui a une connotation, bien entendu, complotiste. Mais voilà, l'écueil du complot est un petit peu contenu dans l'objet, enfin, découle en tout cas de l'objet des critiques, puisque le réveillisme, c'est un phénomène assez diffus et horizontal. Donc, tandis que, évidemment, voilà. C'est ce qui d'ailleurs, là aussi, est assez mimétique par rapport au nouvel antiracisme racialiste par ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut rapidement tomber dans le systémisme complotiste. Voilà. Mhm. Racisme Mhm. systémique, il y aurait le racisme systémique d'un côté et le wokisme systémique de l'autre. Mais Mhm. tout ce qui devient systémique, et ça, je pense que, et pourtant, là, parfois chez des intellectuels qui ne sont pas du tout des héritiers d'Althusser, mais tout ce qui devient systémique est assez, voilà, on quitte le domaine de l'observation et des faits, là, à partir Mhm. du
où on entre dans le systémique. Ouais. Ouais. Oui, je vous rejoins complètement sur l'écriture inclusive aussi. Enfin, c'est un débat que j'ai peu suivi parce que, comme c'est assez clair, je me suis surtout en fait intéressé à ces questions-là dans le champ anglophone. Euh, et puis, en fait, je trouve que c'est en général pas intéressant parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui réagissent vraiment de manière, on va dire, épidermique. Euh, bon, j'utilise pas non plus l'écriture inclusive. Je la reconnais généralement comme un marqueur de ferveur militante par ailleurs. Donc, c'est quelque chose dont j'ai pas non plus une très bonne, enfin, vers lesquels j'ai pas non plus des sentiments chaleureux. Mais effectivement, je m'agace souvent de voir des gens vraiment se fermer à toute lecture d'un texte, par exemple, simplement parce qu'il y a un point médian dedans. Enfin, je pense pas que j'exagère beaucoup en disant ça. C'est assez, ouais, c'est assez ridicule, quoi. Et Mm, par ailleurs, il faut aussi dire concernant l'écriture inclusive que le combat a été en partie gagné quand même. mhm, On peut tous constater à l'université, dans la culture, que l'écriture inclusive a reculé, qu'elle se d'accord. limite désormais à quelques formules de politesse, Mm, quelques déclinaisons étudiants, point T, point E, point S, qui mhm, quand même, voilà, n'ont pas de quoi effectivement nous tout de ouais. suite nous faire prendre la défense du mâle blanc occidental. Mm, Donc, parfois aussi, il faut savoir reconnaître certaines avancées pour ne pas, déjà pour ne pas désespérer et pour que le débat reste suffisamment serein pour, enfin, la discussion, vous avez raison que la discussion reste suffisamment sereine, tout simplement pour avoir lieu. Voilà, il y a une histoire de cette écriture inclusive. Il y a eu des offensives absolument délirantes, des textes officiels qui ressemblaient à la Voie lactée. Ils étaient complètement grêlés de points. Il est vraiment illisible. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Donc, mhm, laissons voilà, les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant, mais à mon sens, quand même, la page est quelque peu tournée sur, mm, ce, sur ce sujet-là. Et quand même, les d'accord. linguistes s'en sont emparés avec une certaine probité, efficacité. Donc, les choses se sont rétablies. Et je ne dirais pas que la balle est au centre, même plutôt que voilà, les partisans, enfin les critiques de l'écriture inclusive ont quand même fait valoir fortement leurs arguments et leurs arguments ont porté. Voilà. Mm. Ah ouais, bah, vous me l'apprenez, je savais pas qu'il y avait enfin, cette évolution-là, quoi. D'accord. Oui, Et, d'accord. Je sais pas ce qu'il en est au niveau des dynamiques de vraiment, enfin, qui gagne ou qui a la main en Allemagne, mais voilà, je signale qu'en allemand, il y a aussi des, enfin, il y a aussi des pratiques d'écriture inclusive où là, on n'utilise pas le point, mais une étoile, en fait, une astérisque, pour séparer le masculin et le féminin. Par exemple, ouais, si on prend le pluriel de étudiants, donc ce serait, si on faisait les deux genres, ce serait Studenten und Studentinnen, et c'est écrit comme Student, astérisque, innen. d'accord. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on aperçoit maintenant assez régulièrement. Peut-être que l'Allemagne est un petit peu en retard sur la France, enfin, sur ce point-là, mais bon, comme je suis encore moins la vie intellectuelle allemande que la française, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ça existe aussi, quoi. Euh, L'allemand étant une langue à déclinaison, je pense que s'il mhm, peut y avoir des astérisques ou des points, des petites étoiles partout, ça peut rapidement devenir un peu plus fou qu'en France. Hein. Voilà. mhm. Ouais, je crois pas avoir vu des textes qui sont écrits, enfin des longs textes qui sont écrits comme ça avec utilisation systématique de cet astérisque médiane, mais en tout cas, pour certains mots, elle est parfois utilisée. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question du scientisme? Parce que bon, ça m'a interpellé.
mais j'ai pas voulu vous relancer là-dessus bon, pas que l'interview fasse 4 heures, mais je pense que ça vous intéresserait d'approfondir, moi aussi. Juste pour vous avertir, entre guillemets, enfin, moi, c'est un terme qui, comment dire, enfin, pour lequel j'ai une grande méfiance, puisque généralement, et presque tout le temps dans mon expérience, il est utilisé pour, en gros, disqualifier l'utilisation de connaissances scientifiques Bien entendu. quand elles viennent mettre à mal des narrations, souvent religieuses. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai beaucoup rencontrées quand je me suis intéressé au débat sur la religion, dans le sillage des ouvrages de Richard Dawkins et compagnie dans les années 2000. Souvent, les gens qui critiquent la religion et les croyances en se basant sur certaines connaissances scientifiques, y compris d'ailleurs des connaissances des sciences sociales, puisqu'on va y revenir, sont taxés de scientisme. Enfin voilà, je fais juste cette... Non, mais je vous remercie vraiment de faire ce rappel parce Hmm, que, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ouais. pas du tout dans ce sens-là que je l'entends et sans doute que ces attaques, enfin, que cette utilisation malhonnête Hmm, au scientisme est encore très présente, donc il faut s'en prémunir très fortement. Donc avoir en tête que probablement ce sont les usages de cette accusation qui ont encore lieu d'être. Et donc, voilà, que la critique en scientisme est très, très, très souvent malhonnête et correspond tout à fait à une sorte d'anti-intellectualisme et de discours anti-science hmm, caractéristique, ouais, notamment ouais, voilà, en riposte, en réponse à toute critique des croyances et des religions. ouais, Alors, ouais. c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Hmm, C'était pour pointer une sorte d'aporie à l'intérieur du débat, un endroit où, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, voilà, euh, dans notre échange du jour, on essaye de mettre le doigt sur le côté bancal, en fait, de l'endroit où la chaise est bancale et empêche d'avoir une bonne assise pour discuter, un bon fondement pour discuter. Et alors, dans la critique du réveillisme, l'un des arguments les plus souvent mis en avant, voire brandi, c'est bien entendu la défense de la science, mais vous n'êtes pas sans ignorer la séparation qui, se revendiquant du savant et du politique de Weber, la séparation entre le savant et le politique, hmm, et le retour à ce que Weber appelait la neutralité axiologique. Alors, ouais, cette neutralité axiologique prescrirait d'exclure du champ du savoir et du champ académique toute idéologie, toute empreinte idéologique. Et hmm, c'est là, en fait, où il y a une résurgence. En tout cas, je crois qu'il faut y être vigilant, une résurgence scientiste, parce que c'est une schématisation, euh, une des schématisations qui rend inaudible aujourd'hui cette discussion et qui la transforme en confrontation. Voilà, les choses sont assez claires du côté de Weber. Weber n'a jamais dit que l'idéologie pouvait être chassée des sciences humaines. Alors vous êtes physicien, mais Weber n'a jamais dit que l'idéologie pouvait être chassée des sciences humaines. Au contraire, c'est parce que l'idéologie ne peut pas être chassée des sciences humaines, et là c'est son concept d'idéal type, c'est-à-dire les hmm, sciences humaines ne peuvent que idéaliser et procéder par schéma intellectuel idéologique. Il cite par exemple Marx, Darwin. hmm, Il y a des idéalisations et des idéologisations dans les sciences humaines, et c'est parce que les sciences humaines sont poreuses à l'idéologie
qu'il faut leur appliquer un principe de mise à distance. Mais cette mise à distance n'est en aucun cas une annulation de la porosité, enfin voilà, une révocation de cette porosité des sciences humaines à l'idéologie. C'est bien au contraire, parce qu'il y a ce problème, parce qu'il y a cette question qui ne cessera de se poser, que l'on sera confronté à cela. Donc, simplifier les choses aujourd'hui en disant, voilà, l'université est un sanctuaire où l'idéologie, l'université, les sciences des SHS sont un sanctuaire où l'idéologie n'a pas droit de résidence. Non seulement c'est une simplification, mais c'est une, comment dire, c'est une contradiction vraiment épistémologique assez importante sur les distinguos entre sciences naturelles et sciences humaines qui sont vraiment aux prémices de, voilà, de la naissance des sciences humaines et de leur méthodologie qu'on peut toujours essayer d'améliorer. Mais je parlais donc de scientisme quand les sciences humaines et sociales miment un peu, de manière parfois un peu grossière, leur méthodologie sur celle des sciences dures. Et ça ne fonctionne pas, en fait, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Donc, les incantations à la science, à l'objectivité, etc., bien entendu qu'en sciences humaines, il faut tendre vers l'objectivité, mais le discours des sciences humaines ne peut jamais prouver, il peut démontrer qu'il y a de l'idéologie. Par exemple, la critique du wokisme peut démontrer qu'il y a de l'idéologie woke, mais elle ne peut pas démontrer qu'elle est exempte de toute idéologie. C'est absolument impossible. Donc, d'ailleurs, c'est ce que font les woke aussi. Les woke se prétendent, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'ils se prétendent sans préjugés. Donc, l'aspiration à la neutralité au sens absolu idéologique, c'est une aspiration woke, être sans préjugés. Être woke, c'est être sans préjugés, sans idéologie. Bon. C'est assez effrayant parce que les machines sont sans idéologie, mais bon, les êtres humains qui réfléchissent en plus sur des phénomènes humains, c'est quand même très difficile. Mais bon, voilà, piège réactif aussi, ce scientisme de sciences humaines et sociales qui serait sans idéologie se retrouve aussi, voilà, hop, se transfère dans le discours adverse. Donc, c'est en ce sens que je parle de scientisme comme espèce d'absolu non idéologique des sciences humaines et sociales des deux côtés. Et c'est une imposture, c'est une imposture. C'est une inexactitude. Et une inexactitude de subtilité, mais qui, par effet boule de neige, prend des proportions assez délirantes. D'accord. Ouais, et oui, c'est assez nouveau pour moi comme réflexion, et ça va, pour être franc, assez à l'encontre de pas mal de choses que moi j'ai pu raconter par ailleurs, dans la mesure où, enfin, je comprends hein, ce que vous dites, hein, mais disons que c'est vrai hein, que notamment le wokisme, effectivement, il y a cette prétention à se dire débarrasser de tous les préjugés. Euh, c'est vrai, mais ceci dit, il me semble qu'il y a quand même par ailleurs aussi une forte composante idéologique dans la mesure où il y a une croyance fervente dans le fait que justement ces mêmes préjugés, par ailleurs, en fait, sont omniprésents et en fait expliquent et structurent les sociétés occidentales contemporaines, que ces préjugés et les discriminations qui leur sont associées sont en fait le facteur explicatif pratiquement exclusif de toutes les réalités humaines. Enfin, il y a quand même à mon avis, une forte composante idéologique là-dedans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et justement, précisément, c'est Hmm. la torsion acrobatique qui est assez vertigineuse. Et là D'accord. qu'on pourrait qualifier de scientiste. Hmm. Ok. Bon, ouais, je suis pas sûr de. Ouais, enfin, il faudrait que je réfléchisse à l'utilisation de ce qualificatif-là, mais en tout cas, je comprends le raisonnement. Ouais. Et je mentionne comme autre point
de désaccord. Enfin, c'est pas venant de moi, mais dans notre format biblio le plus récent avec Valentin, il présentait l'ouvrage de Dominique Reynaud, Sociologie fondamentale, qui défendait plutôt à l'opposé de ce que vous venez de défendre, en fait, une unification des épistémologies et des sciences sociales et des sciences naturelles. Donc voilà, mais Vous voyez, il y a des points de vue qui sont très importants, donc je vous remercie que ça, voilà, le podcast d'aujourd'hui fait apparaître aussi ce pluralisme. Pour moi, ouais. cette question de la distinction des sciences naturelles, des sciences dures et des sciences humaines et sociales est absolument fondamentale. Et on est aujourd'hui, il y a un confusionnisme des deux, que ce soit du côté décolonial, le décolonialisme, en grande partie issu d'ailleurs d'Althusser, de l'althussérisme, est hyper scientifique, et jargonnant. Là, finalement, l'exemple que vous me donnez tendrait à confondre, à confirmer le fait, pour moi en tout cas, il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là, de cette Mhm. tentation de la confusion. Mhm. Ça veut dire évidemment qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de passerelle, selon moi, entre les sciences humaines et les sciences dures, mais euh, bon, de fait, quand même, la naissance des sciences humaines vient le fait de sortir du paradigme des sciences dures. Ça, historiquement, c'est indéniable. Ça vient quand Mhm. même. Ça vient quand même de là. On pense peut-être souvent trop justement à la démarche scientifique et pas assez aux distinguos qui ont été quand même affirmés par les, voilà, par des gens comme Durkheim, comme Weber. Donc, voilà, mais je pense que c'est des pistes de réflexion intéressantes. Moi, c'est dans ce sens-là que j'aimerais poursuivre. C'est là-dessus que j'aimerais Mhm. qu'il y ait vraiment des colloques et Mhm. euh, des séminaires. Ouais. Ben oui, mais ça m'intéresse aussi. Ce que vous dites sur le jargon me rappelle, bon maintenant l'époque n'est plus vraiment à ça, comme je le dis régulièrement. Je pense hein, que le, la surenchère dans le jargon qui avait été pointée du doigt par Sokal et Bricmont, même si elle a imprimé quand même une influence sur ce qui se fait encore aujourd'hui, n'est plus vraiment aussi forte que, il y a 30 40 ans. Euh, mais C'est vrai. effectivement, ce qu'ils avaient pointé du doigt, c'était parfois une utilisation, enfin, vraiment une sorte de parachutage total, complètement délirant de notions de mathématiques particulièrement abstraites dans le champ des humanités et des sciences sociales. Enfin là, c'est complètement trivialement n'importe quoi pour les gens qui ont fait ne serait-ce qu'un demi-semestre de maths. Ouais. Euh, Les phénomènes il de y a, transfert existent encore, mais ils sont différents. C'est plutôt la sphère militante qui ouais, imprègne le discours scientifique. voilà. Euh, ouais, Hmm, il y a d'autres transferts hmm. Mais sémantiques. justement, enfin, je pense qu'il y a une symbiose, quoi, parce que les discours militants se sont construits, enfin, ces discours militants-là qu'on a en tête, se sont construits sur des productions académiques qui elles-mêmes, d'ailleurs, ne faisaient pas mystère de leur ambition de fertiliser des militantismes. Enfin, bon, bref, je pense que c'est assez clair. Il y a un dernier point que vous aviez suggéré, c'est la question de l'articulation entre liberté académique et laïcité. C'est quelque chose dont nous avons peu parlé en fait sur le podcast. Euh, c'est une préoccupation très saillante en France, la laïcité. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ouais, en fait, je pense que le plus simple, c'est que je vous laisse la parole parce que si j'essaie Oui, de formuler ma question, j'aurais peut-être mal compris finalement l'objet euh, de. oui, enfin, c'était plutôt un objet véritablement abouti de réflexion. Euh, c'est plutôt une piste de réflexion
La question de la laïcité, du point de vue des libertés, alors, bon, moi déjà j'entends par laïcité, évidemment, il y a le sujet religieux qui s'invite de fait dès qu'on utilise le terme de laïcité, mais le sujet religieux lui-même n'est que secondaire par rapport à la laïcité, puisque la laïcité, c'est quand même au départ la défense de la liberté de conscience et donc de l'esprit critique. Donc, la laïcité n'est pas du tout un concept aujourd'hui en sciences humaines et sociales convoqué ou qui voyage. Enfin, il y a des historiens qui étudient l'histoire de la laïcité, bien entendu, des philosophes qui s'intéressent aussi à la laïcité en tant plutôt que concept, cette fois-ci politique. Mais on peut constater que ce paradigme laïque, lui, on a parlé tout à l'heure de concepts qui voyagent et qui fertilisent, parfois pas bien, mais voilà, l'importation de concepts scientifiques, de sciences dures dans les sciences humaines, dénoncés par Sokal et Brigmont, la sphère militante qui s'invite dans la sphère scientifique. Ce qu'on peut voir, c'est que ce concept de laïcité, il est complètement neutralisé, c'est-à-dire lui, alors il ne voyage absolument pas, alors qu'il est, à mon sens, porteur, au-delà de la critique de l'emprise religieuse, emprise politique, emprise institutionnelle et emprise psychologique, idéologique et psychologique, de la religion, il y a dans la laïcité, c'est un des rares concepts dont nous disposons quand même, qui synthétise bien la défense de l'esprit critique et donc une sorte quand même de défense d'une posture intellectuelle à peu près très vigilante à l'égard des croyances. Voilà. Donc, le fait que parfois, parfois je regrette un tout petit peu le fait que le concept de laïcité, comme ça, soit un petit peu sclérosé, réduit au débat très important bien entendu, sur la religion, mais qu'il ne fasse absolument pas l'objet d'un investissement un peu plus conséquent en sciences humaines et sociales pour effectivement, parce que je crois que ce dont nous venons de parler pendant toute cette émission a vraiment un lien très important avec la laïcité. Et que c'est le recul aussi des principes de laïcité à l'intérieur de l'université, des pratiques académiques qui expliquent aussi cette espèce de montée des croyances qui trouvent pour l'instant difficilement principe limitatif. Donc voilà, la laïcité, à mon sens, pourrait aussi, en tout cas, être repensée en tant que critère épistémologique, pour le dire très simplement. Voilà. D'indépendance par rapport aux croyances. Indépendance par rapport aux croyances. Qu'elles soient religieuses ou pas. D'accord. Voilà, est-ce que vous souhaiteriez encore ajouter quelque chose avant qu'on... Non, c'était déjà bien dense, je vous remercie. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, merci encore d'avoir accepté l'invitation déjà et d'avoir expliqué toutes vos réflexions et vos expériences aussi en détail. Très bien, merci à vous. Donc, je continuerai à suivre votre émission. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique.
Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.